Christine, vous pouvez voir le chat, oui? Euh, Enfin, que je prononce. oui, le chat. Oui, Oui, oui. le chat, oui, La vous pouvez discussion, oui. voir. Et s'il y a quelques questions, etc., vous allez répondre vers la fin, oui. D'accord. Ou encore, il y aura des personnes qui vont lever la main et poser oralement la question. D'accord. Bon, alors, il est chez nous à Moscou, ça fait 13 heures. Oui, Euh, En France, à Paris, ça fait 11 heures. tout à Et fait. chers collègues, oui, aujourd'hui, avec beaucoup de joie, je vous présente notre collègue française, Christine Durieux. Alors, vous voyez ici sur l'écran le thème Enseigner la traduction, approche documentaire. Christine Durieux est professeure émérite des universités. Elle a enseigné la traduction spécialisée et la traductologie à l'ESIT, c'est Université de Paris Sorbonne Nouvelle, puis à l'Université de Caen-Normandie. Elle a travaillé sur les dimensions cognitives de la communication interlinguistique, a dirigé une vingtaine de thèses de doctorat. Elle a formé des formateurs en traduction et enseigne maintenant la traductologie et la méthodologie de la recherche à l'Institut de management et de communication interculturelle, ISIT Paris. Je dois vous dire que Christine Durieux est auteure de Fondements didactiques de la traduction technique, qui a été édité en 1988 et réédité en 2010. Ce manuel est traduit en plusieurs langues, en arabe en 2007. Et ensuite, elle est l'auteur de Apprendre à traduire, qui a été édité en 1995 et la deuxième édition a été dans les années 2018. Ensuite, elle est l'auteur d'une centaine d'articles qui concernent justement la traduction et l'enseignement de la traduction. Chers collègues, ici nous avons une chambre avec la traduction en russe. C'est Madame Irina Fyodorova qui est très aimable, qui nous a donné la possibilité aussi d'écouter l'intervention de Christine en russe. Elle va faire l'interprétation. Vous pouvez poser des questions dans le chat et à la fin de l'intervention, vous pouvez lever la main. On vous donnera la parole et vous allez poser des questions à Madame Christine Durieux. Merci. La parole est à vous, Madame, s'il vous plaît. Bien, merci, chers collègues. Tout d'abord, merci de votre invitation à participer à vos travaux et à vos réflexions sur l'enseignement de la traduction. Il est de fait qu'aujourd'hui, les enseignants de traduction se trouvent confrontés à de nouveaux défis. D'une part, du fait de la pandémie, nous sommes nombreux à être amenés à enseigner à distance, donc ce que nous appelons en distanciel, ce qui constitue un réel défi sur le plan didactique, mais sur le plan pédagogique également. Deuxième grand défi, c'est l'évolution des logiciels de traduction automatique avec l'irruption de l'intelligence artificielle, des logiciels de traduction neuronale. Et ça aussi, c'est une composante du grand défi auquel sont confrontés les enseignants. Et puis, il y a un troisième point, c'est que j'imagine chez vous aussi, les étudiants sont de plus en plus équipés d'ordinateurs, ont donc accès à ces logiciels de traduction automatique et dans de nombreux pays, nous nous heurtons à, je dirais, un relâchement dans la réflexion que mènent les étudiants qui tendent à se reporter plus rapidement à des traductions toutes faites par des logiciels de traduction sur leur ordinateur. Donc, c'est la raison pour laquelle il m'a paru utile de repenser un peu, tout en gardant les fondamentaux,
mais repenser un peu l'enseignement de la traduction pour l'adapter, disons, à notre période actuelle. Alors, la première chose, j'en reviens d'abord aux fondamentaux. Ensuite, nous verrons quelques exemples qui montrent que ce socle méthodologique qui est certes nécessaire n'est pas suffisant. Donc, nous verrons comment aller au-delà. Et puis, en dernier point, en dernier lieu, nous aborderons la problématique de la gestion de ce que j'appelle les résistances à la traduction. Qu'est-ce qui, dans le texte que j'ai à traduire, qu'est-ce qui me résiste? Voilà. Et puis, nous verrons les stratégies qui permettent de surmonter ce type d'obstacle. Donc, les fondamentaux, qu'est-ce que traduire? Traduire, ce n'est pas mettre des langues en contact, mais c'est comprendre ce qu'a dit le rédacteur du texte original, c'est le comprendre pour le faire comprendre à nos lecteurs, à nos destinataires. On voit déjà que on ne traduit pas, j'allais dire hors sol, comme on fait de la culture hors sol, un texte, mais on traduit le texte dans le cadre d'une chaîne de communication et le traducteur va donc être ce maillon intermédiaire dans la chaîne de communication. Il va comprendre ce qu'a dit l'auteur original et veiller à le faire comprendre à son destinataire, au destinataire de la traduction, c'est-à-dire à son lecteur. Je reprends l'opération traduisante. Je vais peut-être passer rapidement parce que ce schéma a été, je l'ai largement diffusé, donc vous le connaissez peut-être. Je reprends très rapidement. Nous partons d'un texte de départ et nous veillerons à aboutir au texte d'arrivée en passant par ce qu'il est convenu d'appeler le vouloir dire. On pourrait l'appeler le sens, mais le sens donnerait lieu encore à une réflexion épistémologique sur qu'est-ce que le sens. Donc tout ça me paraît un peu hors de notre sujet d'aujourd'hui. J'en reviens donc au vouloir dire. Nous partons donc du texte de départ, en vue d'arriver à un texte, d'aboutir à un texte d'arrivée. Je précise que je maintiens cette terminologie et j'évite absolument la terminologie de texte source et texte cible pour une raison méthodologique. Texte source est acceptable pour moi, en ce sens que les mots, on va dire, pour dire simplement, qui constituent le texte de départ sont effectivement la source du vouloir dire. Le texte de départ est un dire, c'est-à-dire les mots qu'il constitue, avec leur agencement, bien entendu. C'est un dire, et il incombe au traducteur de faire émerger le vouloir dire, ce que ça veut dire, le ça étant le texte, pour ensuite l'exprimer dans l'autre langue. Donc, le sens est en germe, disons, dans le dire, le vouloir dire est en germe dans le dire, mais le sens n'est pas dans les mots, ça, je ne suis pas la seule à le dire, c'est abondamment publié. Donc, dire du texte de départ que c'est un texte source, oui, le texte de départ est source du vouloir dire. En revanche, le texte d'arrivée, je récuse absolument la dénomination de texte cible, parce que la métaphore de cible ne me paraît pas convenir. Qu'est-ce qu'une cible? C'est un objet, je dirais, préexistant à toute action et le but du jeu, c'est d'atteindre le cœur de la cible.
Cette métaphore présupposerait qu'il existerait en quelque sorte une traduction idéale, un texte cible, une cible idéale qu'il faudrait atteindre, que le traducteur devrait atteindre. Il existerait donc une sorte de solution de traduction virtuelle préexistante vers laquelle le traducteur devrait tendre. Et ça, je le récuse absolument. Il n'existe pas de traduction virtuelle idéale vers laquelle tendre, mais le traducteur construit sa traduction à l'intention de son destinataire en tenant compte de différents paramètres. C'est pourquoi je préfère texte de départ, texte d'arrivée, pour avoir une symétrie dans mes dénominations, et j'explique pourquoi, je vous dis pourquoi je récuse texte cible et texte source. Voilà. Alors, entre le texte de départ et l'émergence du vouloir dire, le but de notre réflexion aujourd'hui n'est pas d'approfondir les opérations cognitives qui entrent en jeu, mais de voir sur le plan méthodologique comment le traducteur procède. Donc, le texte de départ, il commence par le lire pour d'abord mobiliser ses connaissances linguistiques. Il reconnaît la langue dans laquelle le texte de départ est rédigé, et ce qui fait qu'il mobilise de mémoire à long terme, appelle en mémoire de travail ou en mémoire à court terme, ses connaissances linguistiques. Mais nous savons tous, par expérience, que les connaissances linguistiques ne suffisent pas pour faire émerger un vouloir dire. On peut reconnaître tous les mots, toutes les tournures, et ne pas comprendre pour autant ce que veut dire le texte. On en arrive donc là à la mobilisation d'une opération de méthode, et qui est la recherche documentaire. Si l'on ne comprend pas spontanément ce que veut dire le texte, alors on se plonge dans de la documentation pour, et nous allons le voir, pour comprendre de quoi on parle, et la documentation va permettre aussi, dans les deux langues en cause, va nous permettre également de comprendre de quoi on parle et comment on en parle. Bien. Donc, mobilisation des connaissances linguistiques, plus mobilisation des connaissances thématiques que l'on va enrichir avec la recherche documentaire, nous permet de faire émerger le vouloir dire, et une fois ce vouloir dire intégré, je dirais, une fois qu'il est appréhendé et que le traducteur le fait sien, c'est ce qu'à son tour le traducteur veut dire à son lecteur. Donc, une fois que le traducteur a intégré, assimilé ce vouloir dire, alors il l'exprime pour le faire comprendre au destinataire. Pour cela, il y a deux grands critères qui entrent en jeu dans la décision traductologique. C'est d'une part la destination du texte, à quoi doit servir le texte. Personne ne paiera jamais un traducteur pour traduire un texte qui ne sert à rien ni à personne. C'est clair. Donc, se préoccuper de savoir à quoi doit servir le texte, première chose, c'est ce que j'ai appelé par ailleurs la mission du texte, et d'autre part, à qui doit servir le texte. On voit qu'on est dans une logique de communication, à qui le traducteur s'adresse et pour faire quoi? Pour exercer quel impact sur son lecteur? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que le traducteur va vouloir exercer comme effet sur le lecteur, et
quel type de réaction il veut susciter chez son lecteur. Alors, on verra quel type, même non seulement d'information il veut lui donner, mais quel type d'émotion il veut susciter chez lui. Donc, voilà le schéma fondamental de l'opération traduisante. Donc, dans la compréhension, cette première phase, cette première grande phase de l'opération traduisante, qui est la démarche sémasiologique, on part des mots et on va aux réalités désignées. Donc, on répond à la question « qu'est-ce que ça désigne ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on part du signifiant, on va au signifié, au référent. J'ai rien inventé, vous connaissez sans doute déjà ça. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est donc de construire le sens. Construire le sens, c'est faire émerger ce vouloir dire que j'évoquais il y a une minute. Donc, mobilisation des connaissances linguistiques plus mobilisation des connaissances thématiques, voilà. On a donc un premier volet qui est le volet linguistique. Dans le volet linguistique, on procède comment? On procède d'abord par une analyse de discours. On ne va pas construire le sens mot après mot, puis voir leur agencement, puis essayer de décrypter en quelque sorte le texte. On va procéder méthodologiquement à une analyse de discours. Je le dis de façon formelle parce que cela va nous permettre déjà une première étape et de faire travailler les étudiants de façon segmentée, précisément pour les détacher de cette attirance qu'ils ont, je suppose chez vous, en tout cas chez nous, pour les logiciels de traduction automatique et se dire « je ne comprends pas bien ça » et Google Translate va me donner une solution. Donc, si on les fait travailler par une analyse de discours, on les détache de cette possibilité-là et on les amène à réfléchir au déroulement du texte, ce qu'on appelle la dynamique du texte. Alors, ne pas se bloquer sur les mots qu'on ignore et dégager le déroulement du vouloir dire. Donc, l'analyse de discours, on peut la faire, il existe plusieurs écoles de pensée en matière d'analyse de discours. Ce que je suggère, c'est une analyse de discours d'ordre linguistique où on relève donc, je propose les 3 dimensions que j'ai reprises chez Jean-Michel Adam, hein, je n'ai rien inventé là, la connexité, la cohésion, la cohérence. Donc, la connexité, c'est la dimension horizontale du texte avec le relevé des marqueurs grammaticaux. Et là, on s'intéresse au co-texte, c'est-à-dire, dit familièrement, les mots qui sont autour du fragment de texte qu'on étudie. La cohésion, c'est la dimension verticale du texte. Là, ce sont les reprises et les reformulations dans l'ensemble du contexte et qui nous permet qui donne des points d'appui pour construire, retrouver la dynamique du texte. Et puis la cohérence, qui est cette dimension transversale avec les références que l'on trouve dans le texte et toute cette notion d'intertexte. Donc, la connexité, on s'intéresse au cotexte serré. La cohésion intéresse l'ensemble du texte, le contexte, et la cohérence avec la cohérence, on va s'intéresser à l'intertexte. Voilà. Donc, ces exercices-là valent tant pour l'enseignement que pour l'entraînement à la traduction, que pour l'évaluation.
ce qui permet d'éviter d'avoir du Google Translate qui arrive, où tous les étudiants ont plus ou moins la même production et où on a l'impression que rien n'a été acquis sur le plan méthodologique. Donc, ce que l'on donne, c'est le texte à traduire. On demande aux étudiants de fournir le texte, alors soit sur papier, soit de façon numérique. Dans les deux cas, c'est faisable, avec un surlignage qui permet de montrer que l'étudiant a bien repéré les enchaînements discursifs et, alors on peut demander deux surlignages de couleurs différentes, l'un pour l'enchaînement le tracé des enchaînements discursifs et l'autre pour l'extraction des éléments clés, éventuellement aussi une troisième couleur pour la terminologie qu'il va y avoir lieu de relever. Alors, cette approche-là, ce type d'exercice vaut aussi bien pour le perfectionnement linguistique, l'enseignement de la traduction à des débutants, évidemment, sur des textes argumentatifs complexes, on peut le faire également, mais de façon plus rapide, à des étudiants plus avancés en traduction. Là, je vous ai proposé un exemple. Je vous ai proposé un exemple alors je l'ai pris tout court, tout bref, puisqu'on nous parle de réchauffement climatique, je pense qu'on en parle dans la planète entière, dans tous les pays en tout cas, et il y a des recherches qui sont faites sur les possibilités de ne pas laisser le dioxyde de carbone, le CO2, dans l'atmosphère, créer un réchauffement climatique, et on essaye de récupérer ce dioxyde de carbone et de le stocker pour éviter qu'il ne contribue à réchauffer l'atmosphère. Alors, je vous laisse peut-être le lire une minute. C'est peut-être plus facile à lire que de l'entendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse le lire une minute. Bon. Alors, dans ce texte, tout bref, qui est explicatif, on nous explique ce qu'est en fait la séquestration du CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. On voit, a priori, on a au départ, on nous parle de séquestration. Déjà, première remarque, on ne se bloque pas sur le texte en se disant, je ne sais pas comment je vais traduire ces séquestrations géologiques, donc je ne comprends rien. Si, je ne sais peut-être pas comment le traduire dans l'immédiat, mais je comprends très bien le vouloir dire dont nous parlons. Donc, le risque ici est d'assimiler séquestration et stockage et de se poser la question et de se dire, est-ce que c'est la même chose? En fait, si on lit bien, non, ce n'est pas la même chose. La séquestration, elle se fait, c'est une opération plus vaste qui se fait en 4 étapes. Et elles sont là. D'abord, le captage. Le principe consiste à capter. Donc, première chose, le captage. Deuxième chose, on nous dit le concentré. On comprend bien, là on fait appel à des connaissances qu'on a déjà, on sait ce que c'est que du gaz comprimé. On sait ce que c'est qu'un gaz, on a appris ça au lycée, on sait ce que c'est qu'un gaz comprimé. Donc, on le comprime. Captage. Concentration, c'est-à-dire qu'on en fait du gaz comprimé. Ensuite, on le transporte.
parce que le lieu de captage n'est pas nécessairement le lieu où on va le stocker. Donc, captage, concentration en gaz comprimé, transport. Alors, on peut chercher un petit peu, on voit que ça, on peut le faire par gazoduc ou par bateau, selon le cas, bien. Et stockage dans une cavité rocheuse, telle qu'un ancien gisement de gaz ou de pétrole. Bien. Donc, on voit déjà que le stockage n'est qu'une des 4 opérations de la séquestration. Déjà, on a la terminologie qu'on peut noter au passage. On note également que ce mode de séquestration est complémentaire de la séquestration biologique. Bon, il en existe donc deux sortes. Il y a plusieurs donc solutions. Géologiques, quand ce sont des grandes quantités industrielles, biologiques. Biologique, ça veut dire quoi? Finalement, ça veut dire naturel, par les forêts, par les océans, absorption du CO2. Voilà. Donc, on comprend, on peut faire une arborescence, séquestration, et on part en arborescence de possibilités géologiques, biologiques. On a déjà de la terminologie. Qu'est-ce qu'on remarque également? On remarque que quand on dit le principe consiste à capter, un peu de recherche documentaire, et on voit, on parle, en français en tout cas, de captage. Captage. On peut se poser la question, on a déjà lu quelque part captation, par exemple. On a lu déjà quelque part capture. Ce sont des dérivés qui existent en français du verbe capter. Donc, on peut se faire également au passage une petite note terminologique qui me paraît, ce qu'il y a presque de plus intéressant dans une fiche terminologique, c'est le « attention, ne pas confondre avec ». Donc, ne pas confondre captage avec captation, avec capture. Ça ne s'emploie pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. C'est d'autant plus perturbant qu'en anglais, c'est carbon capture. Et que si on a lu en anglais, on va être tenté du calque en français. Bien. Donc, on parle en français de captage et stockage du CO2. S'il y a des hispanisants parmi vous, je signale également au passage que si en anglais on a capture, carbon capture, en espagnol on a captura de carbone. Donc, on a là un piège terminologique pour les francophones. Donc, attention, toujours vérifier. Même si ça paraît évident, bon, on l'a comme ça en anglais, on l'a comme ça en espagnol, alors en français, ça doit être capture. Eh bien non, c'est captage. Voilà. Donc, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'il est utile de vérifier. Je poursuis toujours avec le volet linguistique. Évidemment qu'on va développer davantage si l'on veut faire du perfectionnement linguistique et si l'on est en premières années de traduction. Au passage, on peut attirer l'attention si on est au niveau master, par exemple, de traduction et qu'on est proche de faire sortir de l'université des traducteurs professionnels, on attirera leur attention, toujours, attention, ne pas confondre. Voilà. Alors, dans l'analyse du vocabulaire, la polysémie, la synonymie, la relation hypéronyme-hyponyme, etc. Bon, on va voir plutôt les pièges. Ça, c'est fondamental. Ça relève de l'enseignement classique, je dirais. Qu'est-ce que ça nous amène à faire comme exercice? Là encore, pour échapper au Google Translate. Bon, des exercices, création d'arbres terminologiques, des arbres sémantiques, des relevés phraséologiques, qui vont permettre de relever également des co-occurrents, de relever des collocations classiques,
avec évidemment des textes plus simples au premier niveau et plus spécialisés dans des niveaux plus avancés. Ça aussi, ça marche en enseignement, mais ça marche aussi en évaluation. Alors, oui, un exemple que j'ai pris au passage, parce que de l'anglais, du français vers l'anglais, on fait des arbres terminologiques. Bon, j'en ai pris un tout à fait simplet, si ce n'est que. On sait tous ce que c'est qu'une prune. Très bien. Sur les marchés parisiens, on a des mirabelles à l'automne, on a des mirabelles, on a des reines claudes et on a des quetches. Il se trouve qu'en anglais, certes, cela correspond à des appellations dans le domaine dans la classification avec des jolis termes latins, évidemment, c'est universel, mais dès lors qu'on va les dénommer, on s'aperçoit qu'en anglais, on a une dénomination pour la reine Claude, qui est une plume verte, bon, mais on n'en a pas pour la mirabelle et on n'en a pas pour la quetch. Donc, que fait-on en anglais? On banalise, on dit ce que c'est. Et c'est cette démarche, je dirais, de banalisation que je voulais juste indiquer ici. Alors, pour les problèmes, là je rentre dans quelque chose d'un petit peu plus spécialisé, je propose un exemple d'emploi d'un terme et pour vous montrer que selon son emploi, un même terme appelle des traductions différenciées. Je ne cherche pas un plaidoyer contre les fiches terminologiques. Ce n'est pas ça le problème. La fiche terminologique, elle est très utile pour le traducteur, j'allais dire au point de départ. Mais on s'aperçoit vite que la fiche terminologique, bien, elle donne une porte d'entrée pour une recherche documentaire qui seule permettra de découvrir comment on dénomme les choses dans plus qu'un contexte donné, je dirais dans un emploi donné. Alors, Wittgenstein disait en substance, les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois. Eh bien, il n'y a rien de plus vrai pour le traducteur. Les traductions vont être différenciées en fonction des emplois. Alors, cela ne veut pas dire que la fiche terminologique telle qu'on la connaît est inutile. Elle est utile. C'est un point de départ. Mais à partir de là, il faut vérifier comment on va traduire cela. Là, je parle de l'anglais. Dans le premier cas, on a gradual recovery of shares. Bon, on est donc dans un domaine boursier. A recovery of shares, on va parler d'une remontée des cours des actions. Pour recovery, on va avoir une remontée des cours. Dans la seconde occurrence, je vous propose là, despite some recovery in sales of motor vehicles. Bien. Cette fois-ci, on a les dépenses des ménages qui ont augmenté ces derniers mois, mais à un rythme modéré, malgré une certaine reprise des ventes de véhicules grâce à à de moindres perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Bien. On a donc une reprise des ventes. D'accord. Ensuite, on a recovery of the economy. Alors, recovery of the economy, là, attention, on va avoir un problème
pas d'ambiguïté, mais on va avoir une concurrence, on va dire, entre deux termes. On peut dire la reprise de l'économie, on peut dire la relance de l'économie. Ça, c'est des concurrents acceptables, mais qui ne désignent pas la même chose exactement. La reprise de l'économie, c'est quand elle repart d'elle-même. La relance de l'économie, c'est quand des mesures, généralement des mesures gouvernementales, interviennent pour faire repartir l'économie. Donc, ici, on a la nécessité d'une recherche documentaire pour vérifier est-ce que des mesures spécifiques ont été prises pour faire repartir l'économie, ou bien est-ce que, avec des mécanismes internes, l'économie est repartie. Voilà. Donc là, reprise de l'économie ou relance de l'économie. Mais je vous ai donné un autre exemple tout à fait récent où on vous explique que dans le cadre d'une réaction à la pandémie actuelle, les pays européens, finalement, bénéficient de mesures qui sont prises par les instances de l'Union européenne. Et cette fois, on a quasiment une colocation figée qui est Recovery Fund. Et là, on ne s'interroge plus. On va chercher comment ça s'appelle. C'est un mécanisme officiel. Donc là, on a un fonds de relance. Recovery Plan, plan de relance. Recovery Fund, fonds de relance. Non pas valable pour toutes les époques et tous les pays ou toutes les régions du monde, mais valable spécifiquement, on dirait en latin, hic et nunc, ici et maintenant, valable pour ce texte-là, où ce qui est désigné n'est pas n'importe quel fonds pour n'importe quelle relance, mais c'est un fonds spécifique destiné à la relance de l'économie des pays de l'Union européenne. Donc, il y a une spécificité de temps et de lieu, spatio-temporelle, qui fait que ici, on a une dénomination figée, Recovery Fund, il s'appelle fonds de relance. Recovery, on le retrouve dans le domaine médical. Alors, je vous propose ici, suite à une anesthésie, les patients, on les met dans une recovery room. Recovery room, cette fois-ci, on part du signifiant, le signifié et le référent. Le référent, c'est quoi? Ça s'appelle comment? On va oublier les mots qui sont utilisés dans le texte de départ et on va s'interroger, ça s'appelle comment à l'hôpital? En France, ça s'appelle salle de réveil. Parce que après une anesthésie, progressivement, le patient se réveille et en français, à l'hôpital, ça s'appelle salle de réveil. Dans d'autres langues, cultures, ça peut avoir une toute autre dénomination qui n'est liée ni à la notion de recovery, ni à la notion de réveil en tant que tel. Ça peut être un tout autre mot qui désigne cet endroit à l'hôpital. Ensuite, vous avez the recovery position. Quand vous avez un patient qui a fait un accident quelconque et que vous essayez de le faire revenir à lui. Recovery position, ça, dans les techniques, disons, paramédicales françaises, ça s'appelle la position latérale de sécurité.
c'est-à-dire qu'on met le patient sur le côté de telle sorte qu'on puisse dégager ce qu'on appelle les voies aériennes, c'est-à-dire tout le problème, toute la gorge, la trachée, etc., pour lui permettre de respirer. Donc, position latérale de sécurité, c'est la manière dont ça s'appelle dans le domaine paramédical en français. Je vous donne un dernier cas de recovery, donc comment de recovery d'une intervention chirurgicale. Eh bien, cette fois-ci, on parle de rétablissement. Le rétablissement après une intervention chirurgicale varie largement d'une patiente à l'autre en fonction des techniques opératoires, etc., et aussi des diverses causes qui ont justifié l'intervention. Voilà. Donc, ceci pour vous dire que selon le niveau d'enseignement, je dirais, selon le niveau des étudiants que l'on a, plus débutants, est-ce que l'objectif est, à l'aide de la traduction, d'assurer un perfectionnement linguistique, ou bien on a déjà des étudiants de niveau master et les exemples qu'on va proposer vont être d'un autre niveau. Alors, je vous propose autre chose. Là encore, un type d'exercice où on peut demander aux étudiants de rechercher eux-mêmes. Là, on est en plein dans de la recherche documentaire et de la manière de fixer, je dirais, de consigner les éléments de documentation que l'on peut puiser dans la recherche documentaire et qui vont être utiles au traducteur pour la suite de son activité. Qu'il puisse capitaliser sur tout le travail qu'il fait à chaque traduction qu'il a à faire et pour pouvoir se reporter ultérieurement à du travail qu'il a déjà fait et qui se fonde toujours sur de la recherche documentaire. Je vous donne un exemple plus rapide. Voilà. On parle de Sustainable Development. Alors, Sustainable Development, je suis sûre qu'en russe, vous avez un terme qui est, j'allais dire, je mets des guillemets officiels, parce que le russe est une des langues officielles des Nations Unies, et je me souviens, il y a déjà de nombreuses années, j'avais fait partie d'une commission aux Nations Unies, commission de terminologie où on recherchait comment, on avait fait une réunion, une sorte de brainstorming, où on devait suggérer des solutions pour désigner en français, en tout cas, donc j'imagine qu'en russe, il y a eu la même démarche, comment appeler le Sustainable Development. À l'époque, j'avais proposé un développement viable. Ça n'avait pas été retenu. Ce qui a été retenu en français a été développement durable. Bien. Donc, en français, Sustainable Development donne lieu à la dénomination développement durable. À partir de Sustainable, on a eu Sustainability, qui est arrivé très vite. Seulement, Sustainability, comment le traduire? On admet, j'ai admis, tout en contestant un peu, mais bon, développement durable, qu'est-ce qu'on va faire de Sustainability? Alors, là, je vous donne un exemple rapide. It's hard to be cycling when it comes to environmental, social and economic sustainability. Qu'est-ce qu'on en fait en français? Alors, là encore, lire un peu la presse pour voir, la presse est aussi une source de documentation pour savoir comment on en parle. De quoi on parle? Là, on comprend bien. Si au lieu de prendre la voiture, on prend une bicyclette, bah, on comprend bien qu'il y a guère mieux pourquoi? Pour assurer quoi? Eh bien, on va lire dans la presse
abondamment dans la presse française, on a de tous bords, hein, c'est pas... on nous parle d'écologie politique, d'écologie sociale, d'écologie économique, et on parle d'écologie environnementale, parce que l'écologie, ce n'est pas seulement l'environnement. Au départ, c'est l'environnement, c'est la défense de l'environnement, la protection de l'environnement. Mais finalement, l'écologie, on la trouve dans toute une série de domaines. Et la presse l'exprime comme ça. Donc, marchons ici pour de l'économie sociale, économique et environnementale. Bien. Je vois une autre. Je vous ai proposé un autre extrait qui est, cette fois-ci, réduire l'empreinte écologique d'une ville est une contribution positive. Et cette fois-ci, on a notre développement durable. Il n'est pas marqué towards sustainable development, mais towards sustainability pour, c'est une contribution au développement durable. Je vous en propose un autre où on nous dit, alors c'était une mesure qui était avancée, alors je vous ai passé toute la partie financière et économique, c'est du journal officiel de l'Union européenne, et il s'agissait d'assurer financial sustainability of the public pension system. Alors, le système des retraites, hein, des pensions des retraites, système public des retraites, cette fois-ci, financial sustainability. Je suis très content de retrouver ma notion de viable. Et là, je parlerai de viabilité financière, c'est-à-dire qu'on ne va pas être en défaut de paiement dans les 3 mois. Bon, donc, assurer la viabilité financière. Et puis, un peu plus loin, où on nous parle, j'ai repris sur l'Agence internationale de l'énergie, où il est question de questions relating to the sustainability of supply. On a encore sustainability of supply. Mais cette fois-ci, c'est quoi? C'est s'assurer de la pérennité des approvisionnements. Il ne s'agit plus d'écologie, là, mais il s'agit d'assurer des approvisionnements, disons, dans des conditions qui répondent aux exigences de l'Agence internationale de l'énergie. Mais là, le sustainability of supply, ce n'est pas prendre des décisions et puis on s'aperçoit qu'on va manquer de matières premières à un moment quelconque. Donc là, c'est bien la pérennité des approvisionnements. Bien. Donc, voilà. J'ai mis à chaque fois, ici, j'ai mis à chaque fois la source. En fait, ce qu'on peut demander aux étudiants, c'est à partir de concepts, de rechercher des occurrences dans des documents authentiques, c'est-à-dire des documents publiés, et toujours indiquer la source et la date, et puis voir quelle stratégie mettre en œuvre pour effectuer des traductions de ces concepts, comment ils donnent lieu à des traductions différenciées selon les emplois. Et là, on est au-dessus, on est très au-delà du perfectionnement linguistique. Là, on est à un niveau, disons, plus avancé dans la formation de traducteurs. Donc, le volet thématique, on va aller assez vite, puisqu'on voit à quel point la recherche documentaire, elle est omniprésente dans la démarche du traducteur. Donc, comprendre de quoi on parle et comment on en parle. Alors, comment on peut faire pour faire travailler les étudiants dans ce domaine-là plus spécifiquement? Alors, voilà ce que je propose. Une décomposition du sujet traité. Faire un rappel des connaissances de base sur le sujet. Puis, demander aux étudiants, soit individuellement, soit par petits groupes, selon les effectifs d'étudiants que vous avez, faire des exposés sur différents aspects du sujet
évidemment mettre en évidence la terminologie et ne pas oublier de positionner les termes les uns par rapport aux autres. Toujours pas garder de la terminologie prise de façon brute. Alors, je vous donne un exemple. Alors, un exemple qui est dans l'actualité. Les vaccins. Tout le monde parle des vaccins. La terre entière parle des vaccins. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Première question. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Ça sert, voilà, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Ensuite, comment ça fonctionne? Pourquoi je me fais vacciner? Comment ça fonctionne? Alors, d'abord, je vois que le vaccin, c'est je dis brièvement, une substance capable de protéger contre une maladie infectieuse. Il n'y a pas que la Covid-19. On a des vaccins contre plein de maladies. Bien. Mais quelles maladies? Des maladies infectieuses. Tiens, il y a plusieurs maladies, mais il y a une catégorie qui s'appelle maladie infectieuse. Bon, je note au passage. Et puis, je vois que mon vaccin, il est composé de substances actives combinées à des adjuvants. Très bien, c'est quoi à propos un adjuvant? Ça sert à quoi? Ah, ça sert à intensifier l'action du vaccin, du principe actif. D'accord. Bon. Et puis, il y a aussi des conservateurs, parce qu'il faut que je puisse conserver, qu'il puisse voyager mon vaccin. Très bien. Et puis, des stabilisants pour la conservation. Bien. Un exposé que vous pouvez demander en pitch, c'est-à-dire 3 minutes ou 5 minutes, comme vous pouvez demander un quart d'heure pour expliquer selon ce que vous souhaitez faire. Deuxième point, comment fonctionne un vaccin? Il sert à quoi? Ah, il stimule le système immunitaire. Ah, système immunitaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Bon, on voit, il stimule le système immunitaire pour que l'organisme développe sa propre protection contre les virus et les bactéries qui sont ciblées par le vaccin. Très bien. Donc, la production d'anticorps, c'est la réponse immunitaire. D'accord. Donc, le vaccin stimule le système immunitaire qui va contribuer à produire des anticorps pour lutter contre les virus. Bon, très bien. J'ai une autre question. Mais il existe différents types de vaccins. On nous a dit, mais tel vaccin est à ARN messager. Qu'est-ce que ça a de nouveau par rapport à ce qu'on connaît? Alors, les différents types de vaccins. Les vaccins vivants atténués, les vaccins inactivés, les vaccins sous-unitaires, les vaccins à ARN messager. Alors, on regarde à chaque fois qu'est-ce qu'ils ont de particulier et contre quel type de maladie ils luttent. Bien. Après, on nous dit, mais la recherche sur les vaccins se poursuit. Ah bon? Comment ça se déroule, la recherche sur les vaccins? Alors, on s'aperçoit qu'on a 4 phases pour déterminer la tolérance, la notion de tolérance au vaccin, que le remède ne soit pas pire que le mal. Bon, donc comment on le tolère, comment on le supporte, et son efficacité. 2 paramètres. Ah, je les note. Je vérifie donc l'innocuité du vaccin. L'innocuité, nouvelle notion. L'innocuité, ça veut dire qu'il ne soit pas toxique. Bien. La tolérance, c'est-à-dire qu'aux doses prévues, il soit sans danger. Bien. Et puis, le pouvoir dit immunogène, c'est-à-dire qui stimule les défenses immunitaires. Bien. Après, je vais me poser la question du processus de fabrication. On nous dit, ah oui, mais on n'a pas été livré parce qu'ils n'ont pas été fabriqués. Ah bon? Comment ça se fabrique un vaccin? Alors, de la substance active, puis la formulation des différents éléments. On a vu dans ce qu'était un vaccin, donc on peut faire un lien avec les adjuvants, les conservateurs, le principe actif, etc. Bien. Et puis ensuite, lyophilisation. Tiens, la lyophilisation, comment ça fonctionne? Ça fonctionne aussi pour le café, par exemple. Bon, on essaye de voir ce que c'est. Et puis, le conditionnement. Là, on a fabriqué notre vaccin. Après, le contrôle de qualité. Contrôle de qualité, qu'est-ce que c'est que du contrôle de qualité? Donc, contrôle de qualité par le fabricant, par l'autorité de santé. Et puis, qu'est-ce que c'est que la qualité d'un vaccin? L'adéquation du produit à l'objectif, certes. On va vérifier l'activité du laboratoire, qu'il ait fonctionné dans de bonnes conditions.
la stabilité des composants, la sécurité microbiologique, bon, qu'on n'ait pas fait intervenir d'un élément parasite. Bon, ça, c'est le contrôle de qualité. Et puis, le dernier point, c'est la surveillance des effets indésirables. Tout professionnel de santé peut signaler éventuellement un effet négatif, un effet indésirable qu'il a relevé. Il y a des patients avec des associations de patients qui peuvent communiquer en disant attention, là où il y a un nombre de patients qui ont relevé tel problème après avoir été vaccinés. Ça, c'est ce qu'on appelle ça interne. Ça s'appelle la pharmacovigilance. Donc, la pharmacovigilance, c'est aussi un point qui existe dans toutes les langues cultures. Donc, vous voyez, on a pris un point, un thème et des textes à traduire sur le sujet. Je pense qu'il en existe énormément. Mais avant de traduire, savoir de quoi on parle et comment on en parle. Donc, on peut faire travailler les étudiants là en leur faisant faire des petits ou moyens ou plus longs, selon ce qu'on veut, exposés sur le sujet. Donc, voilà pour notre volet thématique. Vous voyez que la démarche, documentaire, elle est indispensable et elle est omniprésente. Alors, cela nous amène évidemment à la construction du sens, fusion des connaissances linguistiques et des connaissances thématiques. On ne se contente pas de transcoder d'un code linguistique en un autre code linguistique, mais on est passé par le vouloir dire, par cette construction du sens. Mais qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a un décalage entre le dire, les mots, et le vouloir dire. Et je m'aperçois que le sens d'un énoncé n'est pas la somme des significations des mots qu'il compose. Ça, on l'a vu déjà avec recovery, avec sustainability, etc. Donc, là, on a ce décalage entre le dire et le vouloir dire. Donc, on va s'intéresser au... Je suis en train de regarder que je ne déborde pas trop. Non, ça va aller. On a donc un décalage entre le dire et le vouloir dire. Alors, les causes de cet écart, c'est la polysémie, ça on a vu. Ça, c'est l'effet de langue. Bon, il y a l'effet de discours, c'est ce qu'on appelle les tropes. Les tropes, c'est la métonymie, la synecdoque, etc. L'effet d'énonciation, donc ça, c'est lié à la référenciation. La référenciation, c'est je lis un mot et ça m'évoque quelque chose que je connais et que j'ai déjà enregistré en mémoire. Et puis l'effet de culture, les idiomatismes et les réalia. Les réalia, ce sont ces objets ou ces concepts qui sont propres à une langue culture et qui n'existent pas dans une autre langue culture. Donc là, on va voir aussi ce qu'on en fait. Alors, la polysémie, bon, ça selon le thème traité, mon exemple est simplet, je vous l'accorde, on va vite le passer, mais on a donc, selon le contextes, selon l'objet du verbe. Là, on est, alors, là encore, on peut faire donc travailler les étudiants sur ce type de traduction différenciée selon l'objet du verbe. Alors, on arrive sur la synonyme. Là, la synonymie, elle m'inquiète beaucoup parce que les étudiants ont ce réflexe de dire, bon, alors je ne vais pas calquer parce que le professeur ne va pas être content, ils savent qu'on n'aime pas le calque, mais bon, donc, ils essayent de trouver un synonyme et ils nous replacent ça. Bon, d'abord, la synonymie, elle n'existe pas, parce qu'il n'existe pas de terme qui soit substituable à d'autres dans tous les contextes et tous les contextes. Ça, c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qui existe? Il existe des parasynonymes, qui sont des faits de langue.
J'ai pris par exemple l'acide cyanhydrique, qu'on appelle à l'heure actuelle, mais qui à une époque s'est appelé méthamnitrile, qui peut s'écrire selon cette formule, HCN3, et qui, dans mon enfance, s'appelait l'acide prussique. On disait ne pas ouvrir, surtout ne pas manger l'amande dans le noyau d'une pêche ou d'un abricot, parce qu'il y a dedans de l'acide prussique qui était un poison, nous disait-on. Donc, ne pas sucer les noyaux de pêche à cause de cela. Donc, cette notion d'acide prussique qui se disait dans mon enfance et qui ne se dit plus à l'heure actuelle, mais on parle d'acide cyanhydrique. Donc, c'est un fait de langue. La réalité est la même. La quasi-synonymie, c'est un fait de discours. Cette fois-ci, ça peut être un problème de registre, donc travail par rapport à boulot, bon, qui est plus familier. Ça peut être un fait de vulgarisation, séisme, terme plus spécialisé que tremblement de terre. Ça peut être un fait de zone géographique. À Paris, sur le marché, on achète des endives. Dans le nord de la France, à Lille, on achète des chicons. C'est le même légume, mais c'est un régionalisme. De même pour des poissons qu'on appelle en Méditerranée le loup, alors qu'on l'appelle le bar en Bretagne, etc. Bon. Donc ça, c'est de la quasi-synonyme. Ça désigne le même référent, c'est sûr. Mais ça a une connotation différente. Alors, la pseudo-synonyme, ça c'est important. Là, on retombe sur le « attention, ne pas confondre ». Par exemple, entre réemploi et réutilisation. On pourrait penser que c'est la même chose. En fait, non. Dans tout le domaine de la valorisation des déchets, ça désigne des choses radicalement différentes. Le réemploi, on donne un nouvel usage à un objet qui a perdu son premier usage. Par exemple, des bouteilles en verre. Bon, elles sont récupérées, stérilisées et réemployées. En revanche, la réutilisation, c'est quand l'objet en question passe par le stade de déchet et on essaye d'en refaire quelque chose. Par exemple, les vieux pneus que l'on utilise dans les ports pour mettre le long des barques pour qu'elles ne cognent pas contre le quai, par exemple. Bon, en Bretagne, en France, on voit beaucoup ça tout le long de la côte atlantique. On met des vieux pneus qu'on attache le long des barques pour qu'elles ne cognent pas, qu'elles ne cassent pas quand elles cognent contre les quais. Et puis, on a aussi, entre complexe et compliqué. Ce qui est complexe relève de la nature. Ce qui est compliqué relève des artefacts. Alors, il y a encore plus piège, si je puis dire, c'est quand les appellations, les désignations, les dénominations semblent véritablement très proches. Alors, par exemple, en français, les comptes de l'État, les comptes publics, les comptes de l'État et les comptes de la nation. Si vous ne savez pas la différence et si vous ne faites pas une recherche documentaire, vous partez totalement à l'envers. Dit brièvement, les comptes de l'État, les comptes publics, les comptes de l'État, ce sont les comptes avec un côté les recettes, les impôts, etc., d'un côté les dépenses, les subventions, les financements des ministères, etc., et il ressort, la bottom line, en bas, il ressort, depuis un bon nombre d'années en France, un déficit. Bien. Ça, c'est fait par le ministère de l'économie et des finances. Le déficit, il est celui d'une année fiscale. D'accord, une année budgétaire.
Bien. Et la dette de l'État, c'est le cumul des déficits antérieurs. Voilà. Les comptes de la nation, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Les comptes de la nation, c'est fait par l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national des statistiques économiques. Et c'est une reconstitution a posteriori qui est faite selon des normes internationales, notamment de l'OCDE, pour permettre des comparaisons de pays à pays. Et ça, la bottom line, c'est ni du déficit ni de la dette, c'est le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Et c'est ça qui ressort des comptes de la nation. Donc, on est dans deux exercices mathématiques radicalement différents, qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui ne jouent pas sur les mêmes chiffres, n'opèrent pas sur les mêmes chiffres. Or, je ne vais pas dire le premier traducteur venu, mais même un bon traducteur professionnel voit les comptes de l'État, les comptes de la nation, peut imaginer qu'on est dans un même domaine. Eh bien, non, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des pièges de ce type auxquels le traducteur professionnel est confronté constamment, et la seule manière de s'en sortir, c'est la recherche documentaire. Voilà. Alors, les tropes, bon, les figures de substitution, ça on revient dans des aspects de perfectionnement linguistique, donc la métonymie, la synecdoque. Bon, là, je pense que vous avez, on peut passer un peu plus vite là-dessus. Alors, peut-être un exemple rapide de métonymie. Rapport de contiguïté, oui, ça intéresse l'axe syntagmatique, c'est-à-dire l'axe horizontal, relation contenant-contenu, cause-effet, origine-objet, etc. Et la synecdoque est une forme de métonymie, c'est la relation d'inclusion, la partie pour le tout. Bon, on peut dire l'Élysée a décidé que, bon, bah, ce n'est pas le bâtiment lui-même, c'est pour désigner le président de la République. Bien. Alors, la métaphore, elle fonctionne, c'est un rapport de similarité et ça intéresse l'axe paradigmatique, c'est-à-dire qu'on peut substituer un terme à un autre. Par exemple, on dit que la mondialisation a transformé le paysage économique. Bon, ben, il n'y a pas de paysage au sens où on l'entend, c'est une métaphore. On nous dit que le plan de relance post-Covid fait craindre une bulle spéculative. Bon, bah, une bulle, là, c'est une métaphore, ce n'est pas une bulle de savon. Bien. Donc, là encore, on peut faire travailler les étudiants sur ces points-là. Ça vaut surtout pour le perfectionnement linguistique dans les premières années d'enseignement de la traduction. Alors, sur l'énonciation, là encore, là, j'ai pris deux phrases que j'ai entendues tout à fait récemment. Le premier, c'est de la part de notre ministre du Travail qui dit « Le télétravail n'est pas une option ». Ah, si je dois traduire ça, le télétravail n'est pas une option. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de la liste des possibilités, ou bien ça veut dire que ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Deux interprétations possibles. Le télétravail n'est pas une option. Bon, deux interprétations possibles. Une deuxième chose, c'est aussi une mesure qui a été prise par le gouvernement et on nous dit il ne peut y avoir que des gagnants. Ah bon? C'est-à-dire que le résultat de l'application de la mesure proposée, c'est que tout le monde sera gagnant. Il ne pourra y avoir que des gagnants. Tout le monde sera gagnant. Ou bien, il faut comprendre, il n'est pas possible qu'il n'y ait que des gagnants
Et à ce moment-là, il faut comprendre qu'il y aura des perdants, il y aura certes des gagnants, mais il y aura des perdants. Donc, on a là une ambiguïté dans l'énonciation qui ne peut être levée que si on cherche tout ce qu'il y a autour pour pouvoir retenir l'interprétation qui convient au contexte donné, à la situation donnée, à la situation de communication donnée. Donc là, on est très au-delà de la linguistique. Hein. On est véritablement, là, on est dans de la communication. Bon, les idiomatismes, là, je pense que tous les enseignants de traduction font travailler sur les séquences polylexicales figées, bien sûr. Alors, il y a des idiomatismes, des expressions idiomatiques à motivation transparente. Par exemple, faire des économies de bout de chandelle. On comprend que c'est métaphorisé, mais on comprend bien que économiser des bouts de chandelle, c'est économiser des petites choses qui ne vont pas faire une grande différence. Bien, ça c'est transparent. Comme dire joindre les deux bouts. Bon, ben, on voit bien, difficulté à joindre les deux bouts, c'est qu'il manque quelque chose. Si les deux bouts, on ne peut pas les rattacher. Bon. En revanche, il y a des expressions idiomatiques dont la motivation est opacifiée, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus. Par exemple, casser sa pipe pour mourir. Casser sa pipe, bon, bien, on revient sur pipe pour dire tête, qu'on avait d'ailleurs en vieux français sur tête de pipe. Où on dit, on compte combien par tête de pipe, c'est-à-dire par personne. Donc, casser sa pipe, c'est la personne qui est cassée, qui disparaît. De même, quand on a tombé dans les pommes. Tomber dans les pommes pour s'évanouir. On ne tombe pas dans un tas de pommes, ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'au XVIIIe siècle, on avait, quand on s'évanouissait, on disait se pâmer. Et c'est donc tomber dans les pommes. P-A, accent circonflexe, M-E-S. C'est se pâmer, c'est s'évanouir. Tomber dans les pommes. Et donc, c'est devenu tomber dans les pommes. Mais la motivation, c'est totalement opacifié, par exemple. Bon, donc, ne pas imaginer que you fall in a heap of apples. Bon, d'accord, hein, voilà. Donc, voilà, je voulais attirer l'attention sur ce point-là. Je regarde et j'avance. Alors, on a vu qu'après cette première phase qui est de compréhension, on arrive à la phase d'expression. Cette fois-ci, le traducteur s'est approprié, a assimilé le vouloir dire, et c'est ce qu'à son tour il veut dire, donc quand il s'exprime, quand il rédige son texte. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est que, alors, on passe, vous voyez qu'on ne passe pas des mots du texte de départ aux mots du texte d'arrivée, mais on part des réalités du vouloir dire à leur dénomination, ce qui est autre chose. On oublie les mots qui ont été utilisés initialement. On s'intéresse maintenant à la manière d'exprimer ce qu'on a compris. Donc, rédiger un texte qui soit conforme au vouloir dire, ça c'est évidemment la première exigence. Formuler de façon correcte, c'est respecter les règles de la langue d'arrivée et que ce soit compréhensible pour le destinataire, c'est-à-dire d'un niveau de langue qui soit conforme au type de texte, bien sûr, et aussi à l'attente du destinataire. Le destinataire qui est le lecteur de la traduction, mais j'ai tendance, en général, je dis lecteur-utilisateur de la traduction. Parce qu'on ne lit pas une traduction, on lit pour quelque chose. Donc, lecteur-utilisateur de la traduction. Alors, ce que je dis là, c'est que le travail qui conduit
à la construction du sens menée dans la langue d'enseignement, je pense, qui est normalement la langue d'arrivée, enfin le plus couramment, fournit les outils pour réaliser la phase d'expression. Mais il reste la nécessité de travailler sur la phraséologie et en particulier les collocations usuelles dans la langue d'arrivée. Alors, les exercices qu'on peut faire, c'est un travail sur les co-occurrents, les collocations, travailler sur la compositionnalité sémantique, les affinités sélectives, la terminologie, la phraséologie comparée. Alors, je vous donne juste rapidement un exemple. Ce qu'on appelle la compositionnalité sémantique, c'est quand on a un nom composé avec une base qui garde sa signification usuelle et le collocatif qui va modifier la signification de la base. Alors, par exemple, on dit, alors pour le travail sur les collocations, vous savez qu'en français, on peut être gravement malade, mais on est grièvement blessé. Bon, ça c'est un classique pour le travail sur les collocations. Alors, pareil, j'ai trouvé récemment, mais c'était dans une traduction par un non francophone, qui avait un bon français au demeurant, mais qui expliquait que telle mesure avait une importance grandiose. Eh bien non, ça ne va pas ensemble. Une importance, elle n'est pas grandiose. On a tout un jeu, toutes les langues ont des jeux de collocation usuels et on a une… Alors, il y a le jeu des adjectifs avec les substantifs, on dit une nécessité impérieuse, on dit une chaleur écrasante pour avoir une intensification. Si c'est la pluie, on dira une pluie battante pour l'intensification aussi. Bon, voilà. Alors, il y a des affinités, ce qu'on appelle les affinités sélectives, c'est-à-dire des mots qui ne vont qu'avec un seul. Par exemple, hocher, hocher la tête. On ne peut pas hocher grand-chose d'autre que la tête en français. Ourdir un complot ou une intrigue. Bien. Fourbir ses armes ou ses arguments. Fomenter des troubles. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres objets qu'on peut mettre avec ce type de verbe. C'est ce qu'on appelle les affinités sélectives. Alors, il y a toute une phraséologie, mais toutes les langues ont ça. En français, on tend un piège. En anglais, c'est to set a trap. Bon, en français, on court un risque. En anglais, you take a risk. En français, revêtir une importance. En anglais, to be important. Bon, etc., etc. Et on peut travailler également sur la terminologie et la phraséologie comparée. Alors, en anglais, you make a decision. En français, on prend une décision. Les décideurs sont des decision makers. En français, c'est des décideurs. En anglais, you make an appointment. En français, on prend un rendez-vous. Mais en anglais, you break an appointment. Pour dire qu'en français, eh bien, on ne se rend pas à un rendez-vous. Et on n'a pas de verbe spécifique. Voilà. Bon. C'est pour travailler éventuellement sur de la terminologie comparée. Alors maintenant, on en arrive aux résistances à la traduction. Les résistances à la traduction, on peut avoir alors des jeux de mots. Récemment, dans un article de The Economist, on y parlait de slowbalization. Slowbalization comme réaction à la mondialisation, à la globalization. Donc, on avait slowbalization. Et on a à l'heure actuelle toute une série de dérivés en anglais avec slow. En réaction au fast food, on a le slow food. Or, le slow food n'est pas du tout
une lenteur par opposition à la rapidité avec laquelle on peut se restaurer avec du fast food. Fast food a donné lieu en français à restauration rapide. Slow, fast, ça marche. Mais slow food, c'est pas qu'on va s'installer à table et qu'on va déjeuner pendant des heures. C'est pas ça du tout. Donc, le slow par opposition au fast ne porte pas sur la durée, sur le temps, mais sur l'espace. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la slow food? Et là encore, on en revient. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça désigne? Une fois que je sais ce que ça désigne, je vais trouver le moyen de le dire. Donc, la slow food, c'est cette alimentation avec des produits de saison, cultivés pas loin de là où on le consomme. Et en fait, c'est reprendre un peu du naturel. C'est éviter une alimentation des produits très transformés, très industriels, et au contraire, manger des produits plus bruts, des fruits, des légumes simples, non apprêtés. Voilà. Donc, ça peut être aussi rapide à consommer, mais de saison, proche de chez soi. Alors, en français, ça a donné lieu à une terminologie telle que les locavores. Ceux qui vorent, c'est manger. Ceux qui mangent local, c'est-à-dire locavore, on mange quelque chose qui est produit tout près de chez soi. Bon, y compris cultiver des salades qu'on cultive sur son balcon à Paris. Bon, voilà. C'est un petit peu compliqué, mais on fait maintenant de la végétalisation des toits de maisons pour essayer d'avoir de la culture urbaine. Voilà. Bon, c'est peut-être une mode, mais c'est un mouvement en tout cas. C'est un mouvement qui existe. Donc, de slowbalization, on part du jeu de mots. On a slow food, qui est encore du jeu de mots. On a un mouvement qui s'appelle slow flowers. Ce n'est pas du tout des fleurs qui poussent lentement, mais c'est des fleurs, là encore, qui poussent en saison et localement. C'est-à-dire qu'on ne va plus importer des roses de Colombie, mais, ou des tulipes de Hollande, des Pays-Bas, mais on va vendre des fleurs cultivées localement et, alors elles peuvent être cultivées sous serre, ça c'est pas le problème, mais des fleurs locales, plus de l'importation de pays plus lointains. Donc là, on a des jeux de mots comme ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? On est obligé, là encore, toujours, notre constante, notre fil rouge, c'est la recherche documentaire. On est obligé de feuilleter la presse, des magazines, et d'essayer de voir comment on en parle dans des écrits qui sont rédigés dans des textes qui sont rédigés par des autochtones, en français par des francophones, et pour vous, en russe, par des russophones natifs. C'est-à-dire comment, normalement, on s'exprime, et non pas par des journalistes qui ont transposé, francisé, russifié, etc., des mots qui viennent d'autres langues culturelles. Donc ça, c'est le premier. Alors, l'ancrage culturel. L'ancrage culturel, c'est comment faire, par exemple, pour traduire en russe, peut-être que vous allez avoir immédiatement la solution, mais dans certaines langues cultures, ça pose un problème. Si l'on parle des difficultés psychologiques ressenties par les populations du fait des confinements, le Covid, etc., on nous parle d'une angoisse bovarienne. L'angoisse bovarienne, si vous ne rattachez pas ça au personnage de fiction de Flaubert, de Madame Bovary, et si vous ne revenez pas aux caractères qui sont attribués à ce personnage de fiction de roman de Flaubert, Madame Bovary,
vous ne savez plus comment le traduire. Donc, quelles vont être les stratégies de traduction qui vont être possibles? Ça va être soit de banaliser, c'est-à-dire de dire simplement ce que c'est, soit de trouver un personnage de fiction dans la littérature, alors on va prendre le cas russe, dans la littérature russe, et ça existe certainement, un personnage de fiction qui présentait les mêmes les mêmes traits de caractère de la femme qui manque de rien, mais qui pour autant s'ennuie, rêve d'une vie plus mondaine, etc. Bon. Et à ce moment-là, on peut transposer pour faire comprendre à notre lecteur. Donc là encore, ça dépendra de toute cette chaîne de communication. Le choix traductologique sera fonction de ce que le traducteur veut faire comprendre à son lecteur. Qui est son lecteur? Qu'est-ce qu'il est supposé savoir? Et qu'est-ce que je peux évoquer chez lui en transposant sur un autre personnage, un personnage de la littérature russe qu'il est censé connaître, et ou tout au moins qui va évoquer chez lui quelque chose de similaire. Donc là, on a tout cet aspect d'ancrage culturel qui est une véritable résistance à la traduction, qui crée un vrai problème aux traducteurs. Alors, j'ai noté dans ce prolongement l'intertextualité, c'est quand il y a une référence ouverte à d'autres textes qui ont existé avant le texte auquel on est confronté. En français, il n'est pas rare d'avoir des références aux fables de La Fontaine. Alors, les francisants, je pense, connaissent, savent qu'existent les fables de La Fontaine. Nous, petits Français, on les a apprises par cœur quand on était enfants, et mes enfants et petits-enfants apprennent encore les fables de La Fontaine. Certaines, en tout cas, sont récurrentes et donnent lieu à des références, même dans la presse spécialisée. Par exemple, à propos des vaccins encore, bon, on a notre champion français de la recherche pharmaceutique et la société Sanofi. Eh bien, on a pu lire dans la presse que la tortue Sanofi, un an après le lièvre à ARN messager de Pfizer BioNTech, se lance dans la bataille de la 3e dose. Bon, on a donc la référence tout à fait ouverte au lièvre et la tortue. Cette fable de La Fontaine, où le lièvre, sachant qu'il court très vite, attend, prend son temps, etc. La tortue, elle sait qu'elle ira loin, mais elle part tout de suite. Et elle finit par arriver avant le lièvre. Bon, voilà. De même, on a eu dans la presse, à propos du plan de relance européen dont on parlait tout à l'heure, la réticence des fourmis du Nord à l'égard des demandes des cigales du Sud. Là encore, c'est une référence ouverte, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. Bien, la fourmi, c'est celle qui économise, qui travaille et qui économise. La cigale, c'est celle qui chante et qui ne se préoccupe de rien et qui se trouve, eh bien, fort dépourvue. Donc, les pays dits du Nord sont censés être des pays rigoureux et les pays du Sud, des pays un peu laxistes. Bon, Angela Merkel nous classait dans les pays qu'elle appelait du Club Med, c'est-à-dire des pays insouciants et qui ne font pas de la rigueur budgétaire. Voilà. Bon, donc là, on a de l'intertextualité. Cette intertextualité, on en trouve partout. Si vous travaillez sur, par exemple, des textes venus des États-Unis,
sans parler des discours des présidents américains, tous les présidents des États-Unis, dans tous leurs discours, font des allusions à la Bible. Tous, tous. Là encore, c'est une référence universelle. On avait dit, par exemple, de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, qui, ayant quitté son poste, s'est fait embaucher chez Goldman Sachs, et alors qu'il avait prêché contre la finance internationale. Bon, et il avait été dit qu'il avait échangé son honneur contre un plat de dollars. Bon, bah, ça revenait bien à cet épisode de la Bible où Ésaü va vendre à son frère Jacob son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Bien. Donc, ces allusions-là, cette intertextualité, elle est omniprésente dans les textes qu'on a à traduire et ça oppose une vraie résistance à la traduction. Alors, la néologie, bien entendu, la néologie oppose des résistances à la traduction. Ce qui est très dangereux, c'est de créer soi-même de la néologie, parce qu'on est le seul, le traducteur devient le seul à comprendre ce qu'il veut dire, mais son lecteur ne comprend plus. Donc, on a bien intérêt à banaliser. Les insertions hétérolingues, c'est quand dans un texte rédigé dans une langue, on trouve des dénominations dans une autre langue culture. Donc là, on a des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? On a toute une série de cas de figure. On peut avoir un texte en français dans lequel on trouve des mots en anglais et il se trouve que le texte français est à traduire en anglais. Qu'est-ce qu'on fait? On peut penser spontanément, oh ben c'est facile, puisque le mot est en anglais, on le remet. Sauf que le mot qui voyage d'une langue culture dans une autre langue culture s'accompagne toujours d'un glissement sémantique. Et quand il est rapatrié dans sa langue culture d'origine, l'emploi qui a été fait au passage l'a fait totalement glisser, a fait déborder son champ sémantique et ne signifie plus la même chose ou bien n'a plus du tout la même connotation. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, on peut avoir dans un texte français un mot allemand, très bien, et on le traduit en anglais, pas de problème, si ce n'est que le mot allemand a une signification qui est comprise par le lecteur français et ça ne marche plus du tout dans le texte anglais ou dans le texte espagnol, etc. Donc là, on a un vrai problème où à chaque fois, il faut bien repasser par la case vouloir dire le sommet de ma pyramide et être sûr de ce qu'on veut dire ensuite à son lecteur. Bien. Et puis, donc, les réalia, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont ces dénominations, non, c'est par métonymie que ce sont les dénominations. Ce sont des objets ou des concepts qui sont propres à une langue culture et que l'on ne retrouve pas dans une autre langue culture. Là, je vais vous donner un dernier exemple. C'est last week, la semaine dernière, Congress, avec un C majuscule, donc c'est le Congrès des États-Unis, narrowly avoided a government shutdown, but a fiscal cliff approaches. Donc, on a deux notions, shutdown et fiscal cliff, qui correspondent à des réalités strictement de l'administration américaine et qui n'ont pas d'équivalence dans d'autres langues culture. Alors, le shutdown, c'est cette situation où l'État fédéral a dépensé tout le budget qui lui est alloué chaque année par le Congrès. Le Congrès des États-Unis, c'est à la fois c'est la Chambre des représentants et le Sénat, c'est les deux chambres réunies dans un bâtiment qui s'appelle le Capitole. Bon.
Donc ça, c'est le Congrès des États-Unis. Chaque année, il y a donc un plafond, et quand ce plafond est atteint, on peut dire que les caisses sont vides, parce que le budget alloué par le Congrès est quasiment dépassé. À ce moment-là, c'est le shutdown. Les fonctionnaires ne peuvent plus être payés. Donc l'État est paralysé. À ce moment-là, il faut réunir le Congrès en toute urgence pour que le Congrès vote une petite rallonge budgétaire. Bon, mais quand on arrive au bord du bout de la petite rallonge budgétaire, eh bien là, c'est ce qu'on appelle le fiscal cliff. C'est-à-dire, c'est comme si on arrivait au bord d'une falaise, mais c'est la falaise budgétaire, fiscale, qui n'est pas fiscale, là, qui est budgétaire. Donc, qui est comme le bord du précipice, où là, c'est la paralysie de l'ensemble des États-Unis, shutdown, on ne peut plus payer les fonctionnaires, voilà. Donc, on a là des réalités qui sont propres au fonctionnement de l'administration américaine, on n'a pas d'équivalent, et à ce moment-là, il faut banaliser et dire, par exemple, que le Congrès américain a approuvé une loi de finances qui prolonge le budget actuel, et voilà, et dire ce que c'est en banalisant, mais il est en français en tout cas incompréhensible. Une falaise budgétaire ne donne absolument rien, et le shutdown, qui est une sorte d'extinction générale, ne donnera pas non plus cette idée que c'est la paralysie de l'administration américaine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? Oui, alors ça, je vous retire tout ça parce que sinon, on y est encore demain. Donc, les exercices pour les enseignants, c'est bien sûr faire le point sur les difficultés identifiées, parce que dans ce que nous venons de dire de ces différents types de résistance à la traduction, à chaque fois, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se poser et qui appellent l'application de stratégies de traduction différentes. Donc, faire le point sur les difficultés identifiées et entraîner à ce que j'appelle la saturation de l'espace sémantique, c'est-à-dire quand on cherche à savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça désigne, eh bien, essayer de lister toutes les caractéristiques de l'objet ou de la notion en question pour pouvoir l'assimiler et se dire cette réalité-là, comment je peux la dénommer dans la langue d'arrivée pour que mon lecteur comprenne. Et puis, ce qu'on peut faire aux étudiants, c'est de rechercher des exemples authentiques qui illustrent les points en question et puis, de leur part, faire des propositions de traduction en contexte. Toujours avec des extraits de textes authentiques, pas des exemples fabriqués, parce que ça, on peut faire dire n'importe quoi, n'importe comment, mais toujours des extraits de textes réels, avec la source, avec la date, et puis faire des propositions de traduction en contexte. Et là, on peut les faire progresser considérablement, bien les préparer à leur travail de traducteur professionnel, tout en évitant les écueils de la traduction automatique. Ils peuvent prendre tous les outils qu'ils veulent, mais ils doivent concevoir, structurer eux-mêmes les propositions qu'ils font et les justifier. Ça peut aussi s'enseigner à distance. Ça peut répondre aux difficultés que les enseignants de traduction rencontrent à l'heure actuelle, du fait de ce qu'on évoquait initialement, les conditions matérielles du fait de la pandémie, la progression quand même galopante de la qualité des logiciels de traduction automatique avec l'irruption de l'intelligence artificielle et le fait que les étudiants sont tous, je pense chez vous aussi, équipés
d'ordinateur et cherche la facilité en prenant des morceaux tout faits de type Google Translate ou autre logiciel, mais en tout cas des logiciels gratuits d'accès immédiat. Après, les former à la post-édition, pas sûr que ce soit tout à fait pertinent, mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour l'instant, je termine donc sur cette dimension pragmatique de la traduction. Traduire, c'est communiquer, et ça doit donc répondre à la question à qui le traducteur s'adresse et quel impact il veut exercer sur son lecteur, et c'est ça qui va motiver ses choix traductologiques. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous ai assommé peut-être, pardonnez-moi, mais moi je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, chère Christine. Chers collègues, s'il y a des questions, vous pouvez les noter dans les questions, les réponses. Vous pouvez lever la main et poser la question directement à Madame Durieux. Alors, s'il vous plaît, ici, il y a une question. Bonjour, on peut trouver l'enregistrement de cette conférence. Nous avons enregistré votre intervention et si Madame va nous permettre de mettre l'enregistrement sur notre site, alors dans ce cas-là, vous allez le voir. Comment, Christine, vous nous donnez cette permission? Oui, bien sûr. Oui, alors c'est-à-dire vous pouvez le voir sur notre site de l'école de la didactique de la traduction, oui, dans 2 ou 3 jours, d'habitude c'est comme ça. Pas d'autres questions pour le moment, alors je profite de ma position. Alors s'il vous plaît, Christine, dites-moi, comment conseillez-vous quelle doit être la suite de la présentation des textes techniques pour les étudiants. Par exemple, pour les étudiants des écoles linguistiques, des écoles supérieures ou pour des étudiants des écoles techniques, parce que chez nous en Russie, nous avons un deuxième diplôme, si on peut dire comme ça, qui savent bien une langue étrangère, on leur donne des cours de la traduction et ils sortent voilà, comme traducteurs techniques. Voilà, dans ces 2 cas, quelle sera la suite? Justement, des textes techniques. Vous voulez dire comment traiter les textes techniques en question? Non, pas comment traiter, mais par quoi faut-il commencer? Faut-il commencer par des textes tout simples du commencement du domaine, par exemple. Si, par exemple, ce sont je sais pas, les moteurs, etc., etc., on commence par le simple moteur, par exemple. On commence par les simples... oui. Si c'est la géologie, on commence juste par les bases. Oui. Ou au contraire, on donne des textes actuels, non pas de base. Alors, je pense que on peut donner, moi je serais partisan de donner des textes actuels parce que les apprenants sont plus intéressés par des sujets ou par le niveau actuel. En revanche, le premier travail qu'on leur fait faire, c'est de rechercher de la documentation de ce que vous appeliez des connaissances de base, de les rapporter rapidement avec des relevés terminologiques et phraséologiques et progressivement d'affiner la recherche en la faisant de plus en plus pointue, c'est-à-dire de plus en plus spécialisée. Mais être sûr d'abord qu'ils ont révisé ou bien appris s'ils ne les avaient pas avant, ou révisé si déjà ils ont une formation technique. Donc, réviser la base avec la bonne terminologie et sur ce socle de base, affiner la recherche jusqu'à la possibilité d'acquérir la compétence de traduire un texte spécialisé. Mm-hmm.
Ce doit être des genres, par exemple, typiques à la traduction technique, au travail de traducteur technique. Alors, vous avez deux choses là. Il y a, pour le traducteur, il y a des textes très spécialisés, très pointus, qui émanent de spécialistes à l'attention de spécialistes. Et puis, vous avez des textes de vulgarisation. Et ça, c'est peut-être les plus difficiles à traduire, les textes de vulgarisation. Oui, c'est ça. Ça, c'est justement. C'est plus difficile pour traduire, mais parfois, c'est plus facile pour comprendre. Absolument. Absolument. Donc, il y a, alors on peut faire les deux, bien sûr, c'est-à-dire on peut leur donner un texte très spécialisé. Tiens, pourquoi ça a disparu? Ça, je ne sais pas. Bon. Attendez, j'ai quelque chose qui a disparu sur mon... Non, nous vous voyons, nous vous entendons très bien. Bon. Moi, il y avait quelque chose qui avait... De toute façon, nous vous voyons très bien et on vous entend très bien. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Moi, je vous dis, je me vois avec la tête aplatie et un peu large. Non, tout est bien comme ça c'était avant. Bon, d'accord. Alors, je veux dire, oui, il y a deux choses. Pour montrer aux apprenants comment procéder. Évidemment, quand on se documente, on commence toujours par le plus générique pour aller vers le plus précis, le plus serré et pointu. Bon, ça, c'est une évidence. Ce qu'on peut faire, c'est, pour montrer justement la difficulté, c'est donner un dossier. Ça, j'ai fait ça déjà. Quand j'ai enseigné à l'ESIT, je faisais ça. Un dossier de différents articles que je prenais dans de la presse spécialisée, la recherche, pour la science, science et avenir, etc. Et sur un même sujet, et avec des niveaux de vulgarisation différents. Et je donnais le dossier, et il n'avait à traduire finalement que le texte le plus spécialisé, mais avant, ils avaient un dossier documentaire et ils devaient faire des exposés sur le sujet, donc avec des sous-thèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les... Là, j'avais pris l'exemple des vaccins, et surtout et présenter des relevés terminologiques. Et ce que je faisais faire, c'est, même avec l'élément sur papier, mais maintenant on le fait très bien en numérique, mais sur papier, avec un surligneur, surligner les éléments d'information, j'allais dire percutants, particulièrement efficaces, utiles, et avec une autre couleur, la terminologie. Parce que dans un texte, les éléments qui nous sont utiles pour comprendre le sujet ne sont pas toujours les éléments qui comportent les mots, les éléments de terminologie pertinents. Donc, deux couleurs, parfois ça se superpose, mais pas toujours. L'un, ce qui permet de comprendre, et l'autre, la terminologie ou la phraséologie relevée. Et je les faisais travailler là-dessus. Et après, on traduit le texte spécialisé. Mais on sait de quoi on parle. Bon. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait. Ah bon? Alors, on vous écrit, et merci beaucoup, c'est très intéressant. Ah voilà, je suis un étudiant russe et j'ai été très... Bon, votre message a été très clair grâce à votre prononciation pure. Ah. Bon. Merci. Ça, c'est un étudiant. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, chers collègues, alors, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de profs de français qui... et Lyudmila Kouchnina est présente. Alexandre, bon, Alexandre, s'il vous plaît. Alors, pas de questions, chers collègues. Bon, alors, permettez-moi alors de remercier Madame Durieux au nom de toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui. Le discours a été excellent. Merci pour votre amour pour cette spécialité traduction, traducteur. Bien sûr que la pandémie, c'est dur, c'est difficile, mais ce format de communication, comme vous avez dit, distanciel. Oui. Alors, ce format distanciel, il a élargi considérablement
les frontières. C'est-à-dire que maintenant, voilà, je vois ici les représentants du nord de notre pays, des rives nordiques, Arkhangelsk, c'est nord. Ensuite, je vois des représentants de l'Est, de Novosibirsk, d'Irkoutsk, c'est-à-dire, je ne parle pas de Moscou ou Saint-Pétersbourg, de Nijni Novgorod, alors c'est plus près de Moscou, près du centre, mais voilà, l'éventail est assez large. Merci beaucoup. Je pense que nous n'allons pas terminer par cette intervention de Madame Christine Durieux. Nous allons l'inviter encore une fois parce qu'il y a beaucoup encore de choses à éclaircir dans notre spécialité, professeur de la traduction, surtout professeur de la traduction technique. C'est une spécialité maintenant est très demandée. Voilà ce que je vois encore. Merci beaucoup. Je traduis. Merci beaucoup à Madame Durieux pour votre conférence excellente. C'est très informatif. Je traduis. Voilà. Merci beaucoup parce que nous avons eu aussi une traduction simultanée. Oui, c'est faite par notre interprète Irina Fedorova qui est de la ville Perm. C'est aussi derrière l'Oural, c'est plus loin de Moscou, beaucoup plus loin. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de profs qui ont eu la possibilité d'écouter en russe votre conférence. Naturellement que dans 2 ou 3 jours, nous allons mettre sur notre site l'enregistrement de cette intervention. Vous pouvez le voir, revoir et réécouter. En plus, présenter à nos étudiants, parce que ça, c'est toujours très intéressant. Ah voilà, c'est Irkoutsk, Viera Gorshkova, chère Madame Durieux, c'était un plaisir. Merci infiniment de votre intervention, très, très utile. C'est Irkoutsk. Bon, oui, chers collègues, il y a encore quelque chose que je n'ai pas remarqué, non? Tout? Bon. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Je souhaite à tout le monde la santé et encore une fois la santé. Voilà, encore, c'est de Nijni Novgorod, Yulia Strekalovskaya. On aimerait remercier Madame Durieux pour son intervention de la part de l'Université linguistique de Nijni Novgorod, surtout de la part de Madame Elena Porchnieva. Bon, alors, écoutez, moi je vous remercie toutes. Je remercie Irina en question parce que le travail de l'interprète n'était sûrement pas facile. Donc, un grand merci à Irina. Un grand bonjour à Lyudmila, si vous me dites qu'elle était présente. Oui, elle est présente. Voilà, je la vois. Et puis, bien, une grande salutation à tous vos collègues qui étaient là aujourd'hui. Je les remercie énormément d'avoir pris le temps de venir partager ma réflexion sur l'enseignement de la traduction. Et puis, il va me rester à vous souhaiter une belle fin d'année. Une belle fin d'année et puis allez bien démarrer la prochaine année pour que tout se passe bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Santé dans une nouvelle année. Bonne Noël. Merci. Bonne et heureuse année. Que l'année soit heureuse à tout le monde. Aux professeurs de français, aux traducteurs, aux professeurs de la traduction et à nos étudiants. Aux étudiants, oui. Oui, merci beaucoup. Bon, salut à tout le monde. On termine. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Natalia. Merci.